OK, alors il est midi. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre rencontre échange des techno-édus. Je suis très contente de vous voir tous là, tous et toutes. Donc, avant de commencer, pour vous dire que notre rencontre est enregistrée et puis aussi elle est live sur Facebook. Donc, bienvenue à notre échange et puis je suis hyper heureuse d'avoir Coralie avec nous aujourd'hui qui a fait un super beau travail pour nous préparer cette discussion autour des copyrights, des droits d'auteur que je suis certaine que c'est un casse-tête pour nous tous. Super. Merci beaucoup, Nadia, pour l'occasion de partager entre étudiants et tout le monde. C'est toujours le fun d'avoir une occasion de parler de droits d'auteur. Euh, Est-ce que c'est un bon moment pour me présenter rapidement maintenant? Oui? OK, super. J'ai un background principalement en droit. J'ai deux maîtrises en droit. J'en mange depuis presque une dizaine d'années maintenant. Je travaille au Cégep à distance à Montréal depuis 2018, où je m'occupe des droits d'auteur. J'ai l'occasion de voir beaucoup de cas différents dans le contexte du Cégep à distance, donc qui est éducatif, mais quand même d'élargir parfois selon les types d'utilisation qu'on veut faire, etc. Donc, je pense que ça va être intéressant de pouvoir partager ça avec vous tous. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit dans le chat ou à lever la main, à interrompre si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou s'il y a une question qui vous brûle les lèvres de poser. C'est, comme disait Nadia, c'est un échange, c'est une discussion entre nous tous et toute intervention est la bienvenue. Alors, je vais maintenant peut-être partager mon écran. Donc, un petit rappel, comme Coralie vient de dire, c'est le but de ces rencontres-là, c'est vraiment pas un but d'avoir, c'est pas un webinaire, c'est pas des présentations qu'on vous prépare. Oui, on a des préparations, mais c'est vraiment pour déclencher les conversations avec, bien sûr, quelqu'un comme Coralie qui est experte dans le domaine, mais c'est vraiment pour déclencher ces discussions autour de notre sujet d'aujourd'hui. Donc, vraiment, la sentez-vous à l'aise de participer à ces discussions, de cette discussion-là. Parfait. OK. On pourrait peut-être commencer avec la première question du petit sondage. J'ai préparé trois petites questions de sondage à vous poser là, au fil de la présentation pour savoir un peu, avoir un peu plus d'informations sur vous, puis pouvoir personnaliser un petit peu plus nos échanges. Alors, si on y va avec la première question. OK, c'est parti. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que ça vous parle, le droit d'auteur? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez jamais entendu parler jusqu'à maintenant, plus ou moins? Est-ce que vous en entendez parler au travail ou à la maison, dans les nouvelles, des fois, ça peut arriver qu'on en entende parler. OK. Je commence à voir les résultats rentrer. C'est assez intéressant. OK. Super. Allez, on dévoile les résultats. Je vais partager avec vous. OK. Bon, globalement, il y a quand même très bonne surprise. La majorité d'entre vous ont déjà des repères en matière de droit d'auteur. Ça, c'est super. Il y a quelques personnes qui savaient que leur film streamé de samedi soir était pas tout à fait légal. Ça, c'est bon aussi. Euh, Hopefully, d'ici à la fin de nos échanges, on aura atteint le palier supérieur. OK, parfait. Bon, ben, sachant ça, je pense qu'on va avoir beaucoup de fun aujourd'hui. OK, c'est parti. Euh, Au menu aujourd'hui, j'ai divisé ça un peu en quatre parties. On va passer très rapidement sur les deux premières. Le but, c'est vraiment de remettre tout le monde sur un pied d'égalité, qu'on sache de quoi on parle,
c'est quoi une œuvre, c'est quoi un auteur, c'est quoi une reproduction, mais ça, en général, ça pose pas de problème, ça va être super rapide. Même chose pour le deuxième point, le pourquoi c'est important de s'intéresser aux droits d'auteur. Ça devrait être rapide là aussi parce que ben, tout simplement, c'est avant tout une loi. Et puis ensuite, on ira vraiment plus dans les échanges selon les contextes d'utilisation. Qu'est-ce que vous en faites, vous, du droit d'auteur dans votre pratique quotidienne? Et ensuite, on ira dans le comment, les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on peut utiliser, quoi, comment, là, selon vos contextes d'utilisation. Ce qu'on ne verra pas ensemble, c'est des détails non applicables de la loi, c'est-à-dire des détails qui ne s'appliquent pas nécessairement au contexte de la conception pédagogique. On ne verra pas non plus le contexte vraiment de la classe. Je ferai peut-être quelques allusions parfois, mais on veut vraiment parler de formation au sens large, tous ensemble. On ne parlera pas de plagiat non plus et on ne parlera pas de normes bibliographiques, normes APA, etc., puisque pour ça, il existe d'excellentes ressources, puis il n'y a pas vraiment matière à avoir du fun là-dedans. C'est plus du référencement finalement. OK, c'est parti. Bon, droit d'auteur 101, très, 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 très express, là. Déjà, juste pour remettre tout le monde dans le contexte, une œuvre, c'est pas seulement une œuvre d'art, ça peut être beaucoup de choses différentes. Et selon la loi, c'est l'expression d'une idée. Donc, il faut que l'idée ait été exprimée, en général, sur un moyen fixé. Et il faut que l'idée soit originale. Ça, c'est les deux critères. Mais finalement, on se rend compte que beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses peuvent être des œuvres. Et ensuite, ben, ce que la loi sur le droit d'auteur vient protéger, c'est le droit de l'auteur de contrôler la reproduction de son œuvre. Donc, c'est lui qui va pouvoir dire si il veut que ça se retrouve sur Internet, s'il veut que ça soit réutilisé dans tel ou tel contexte. Donc, il y a l'œuvre, puis il y a la reproduction, que ça soit on la repartage telle quelle ou on la remodifie. Il y a plein de choses dans la loi sur le droit d'auteur là-dessus. On verra plein d'exemples un petit peu plus loin. Le but de la rencontre, c'est pas de vous donner, oui, ça j'avais oublié de le préciser au début, c'est qu'on se donne des repères ensemble selon nos contextes différents et nos pratiques. Il n'y a pas de bonne réponse universelle et applicable selon tous les cas. Le droit d'auteur, c'est beaucoup de cas par cas et d'interprétation. Donc, le but, c'est vraiment de vous donner des repères, des balises, puis de vous faire sonner des cloches au quotidien quand vous voulez réutiliser quelque chose. Donc, il y a des cloches qui doivent normalement sonner quand vous réutilisez du contenu brut d'un expert, par exemple, dans le sens où l'expert vous fournit du contenu et contractuellement, en général, il n'y a pas de problème à ce que vous réutilisiez puisque ça fait partie de son contrat. Par contre, l'expert, dans ce que lui vous fournit, doit avoir fait attention à bien respecter le droit d'auteur, à pas avoir, par exemple, pris des pages et des pages d'un manuel ou avoir repris des images sans vraiment faire attention. Donc, ça concerne aussi l'expert, mais nous, on va vraiment se concentrer ensuite sur la conception. Qu'est-ce que vous allez ajouter au produit? Et donc, que ce soit des images, vidéos, sons, des extraits de pages web, des textes, tout ça, ce sont en général des œuvres et donc il faut y faire attention. Donc, le droit d'auteur touche à la fois tout ce que vous utilisez en matière brute, mais aussi votre produit final, qu'est-ce que vous créez avec ça. Ça va pour l'instant. Donc, comme je disais, là, on part super rapidement pour pouvoir aller vers le fun stuff. Pourquoi c'est important de le rappeler? Ben, parce que d'abord, c'est une loi. C'est important de la respecter, non seulement parce que il peut y avoir des litiges si jamais ben, on fait quelque chose qui n'est pas correct. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent passer sous le radar et puis finalement être partagées, puis on s'en rend jamais vraiment compte. Mais moindrement que votre œuvre, votre travail à vous va prendre de l'expansion, va être partagé, peut-être même va générer des revenus selon le contexte. Mais là, tout de suite, on va faire beaucoup plus attention.
Et donc, il y a un risque de litige avec ce qu'on appelle les sociétés de gestion, qui sont des organisations qui représentent les auteurs dans différents domaines. On y reverra on en reviendra plus tard. Ça peut être des litiges avec les ayants droit directement, c'est-à-dire le créateur, l'auteur ou l'organisation autrice ou des fois même les successeurs. Ça peut être plusieurs personnes. Puis, il y a toujours le gros risque aussi et surtout très frustrant. Vous avez passé beaucoup d'heures sur un travail, vous avez mis du cœur, vous l'avez pensé, vous le mettez sur YouTube, par exemple. Puis là, finalement, quelques semaines plus tard, vous vous voyez censuré, vous voyez votre vidéo retirée sans nécessairement savoir pourquoi. Eh bien, peut-être qu'il y a eu quelque chose de pas respecté en matière de droit d'auteur. Donc, bien faire attention, ça peut arriver à tout le monde et à n'importe qui. Voilà. Et la dernière raison, c'est que qu'on soit dans le milieu de l'éducation ou ailleurs, on est consommateur d'œuvres de droit d'auteur, mais on est aussi créateur et donc on a tout intérêt à créer une culture d'intégrité intellectuelle pour que dans 50 ans, on ait encore des œuvres à pouvoir utiliser et que tout le monde soit encore encouragé de se dire qu'ils peuvent créer et que leur œuvre ne sera pas volée ou exploitée sans qu'ils aient nécessairement leur mot à dire. Ça va? OK. Là encore, on est passé super rapidement. On va pouvoir aller vers la partie plus le fun. OK. On rentre dans les contextes d'utilisation. Là, ça va être le temps pour la deuxième question de notre sondage. J'aimerais ça vous connaître un petit peu mieux, savoir dans quel domaine, en fait, vous travaillez. Alors, je vais lancer le sondage là-dessus. Donc, dans quel domaine est-ce que vous travaillez ou si vous êtes étudiant, dans quel domaine est-ce que vous aspirez à travailler? Donc, dans le secondaire, dans le post-secondaire, si on est vraiment dans l'éducation, ou est-ce que vous êtes plus en formation en entreprise, formation aux adultes? Est-ce que c'est dans autres? Autres, ça peut être des associations, des organisations gouvernementales. OK, parfait. Je vais vous partager les résultats. Comme ça, on va savoir un peu, savoir d'où tout le monde vient. Donc, on a quand même une grosse majorité en formation en entreprise. Donc, j'imagine peut-être en agence, en corporation. On a aussi du monde au post-secondaire, donc collégial, universitaire, j'imagine. Puis, on a beaucoup de autres. Ceux qui ont répondu autres, est-ce que ça vous tente de nous partager, de nous préciser un petit peu d'où vous venez? Je peux y aller. Là. Personnellement, je suis dans une entreprise qui crée un écosystème d'outils pour les enseignants puis les étudiants là, dans les écoles, mais à tous les niveaux, là, primaire, secondaire, puis post-secondaire. OK, OK. L'entreprise pour laquelle tu travailles, est-ce que c'est une entreprise privée? Oui. OK. Mais donc, la majorité de vos clients, finalement, sont des établissements d'enseignement? Oui, exactement. OK, super. Parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager dans quel contexte il pratique? Dans ceux qui ont répondu autre? Oui, Hélène. Oui, moi, en fait, c'est des retraités bénévoles qui travaillent, qui œuvrent auprès des enfants pour lesquels on fait de la formation on veut pouvoir la donner à un plus grand éventail de personnes plus loin. Donc, c'est le contexte. Fait que c'est vraiment très différent. Retraités, bénévoles, organismes sans but lucratif, si on veut. Là. OK, parfait. Oui, donc j'allais justement te demander bénévolat plus dans donc l'associatif, les OBNL, exact. Ce genre d'organisation. OK, super. Est-ce qu'on a d'autres? Non, c'est pas mal ça. Finalement, ça représente pas mal la diversité des contextes. Et puis, comme vous allez voir un petit peu plus tard, ça représente pas mal là, ce que j'avais en tête de vous partager.
Donc, c'est super. Il y a deux critères finalement qui, peu importe finalement le contexte, doivent toujours vous revenir en tête. C'est quel est le but de l'utilisation de votre contenu? Pourquoi quel est votre but dans la création que vous faites? Donc, la loi va venir en gros là, considérer plusieurs possibilités. La plus connue, c'est l'utilisation pédagogique à des fins éducatives. Et j'ai bien précisé entre parenthèses que c'est pour les établissements d'enseignement. Les exceptions que la loi prévoit dans l'utilisation pédagogique sont surtout pour les établissements d'enseignement. Dès qu'on en sort, c'est un petit peu différent et la loi nous donne un petit peu moins d'informations. Donc ça, c'est un premier but qui est en général donc pédagogique pour les établissements d'enseignement et dans la majorité des cas non lucratif. Donc, on est dans l'éducation publique ou à l'université en tout cas. Et donc, on reste vraiment dans le pédagogique. Le deuxième but, posez-vous la question, ça c'est surtout pour ceux qui sont en agence, en corporation et même en entreprise, comme l'exemple qui avait été donné en entreprise privée. Est-ce que votre but est commercial ou non? Si votre but est non commercial, il y a des choses dans la loi qu'on va pouvoir aller utiliser, mais si votre but est commercial ou lucratif, ben là, nos options se réduisent un petit peu plus et on va devoir aller, par exemple, s'orienter vers d'autres trucs. Et le autre, ben, ça peut être, par exemple, tous ceux qui sont au sein de ministères, par exemple, qui peuvent faire de la formation, mais on n'est comme pas vraiment dans un but pédagogique au sens de la loi, dans le sens où on n'est pas nécessairement dans les établissements d'enseignement. Je vois Isabelle qui a quelque chose à nous dire. Vas-y, Isabelle. Et Stéphanie avant aussi. Ah, OK, parfait. Oui, allô, vous m'entendez? Oui. Oui, super. Donc, je me questionnais, si on crée la formation dans un établissement d'enseignement, mais que la formation est destinée à une entreprise, par exemple, une formation continue, est-ce que là, on sort du contexte pédagogique? En formation continue, est-ce que tu veux dire, parce que j'allais dire, waouh, merci pour la question, parce que il y a des établissements qui font du service aux entreprises, mais quand tu parles de formation continue, est-ce que tu produis des formations qui sont vendues à des entreprises? Oui, exactement. OK. Ben là, c'est ça, on sort du but pédagogique et non commercial. Donc, évidemment, tu sais, je connais pas tout à fait les détails, mais oui, là, il y a un petit flag là, qu'il faut lever, qui va venir déterminer qu'est-ce qu'on va être capable d'utiliser ou pas dans la loi. Ouais. Merci. Isabelle? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va. Oui. Sur le non commercial, je me posais une question pour de la formation en entreprise. Le contexte auquel je me réfère, c'est une entreprise qui vend des équipements et qui vend la formation qui va avec. On vend de la formation, mais à des entreprises uniques. Est-ce que c'est du commercial ou c'est du non commercial? A priori, ça a l'air d'être commercial. Okay, dans le fond, le non commercial, c'est de la formation développée en entreprise pour l'entreprise dans laquelle tu travailles. Non, même là encore, parce que finalement, au bout de la ligne, là encore, il faudrait moult détails là, pour arriver à un conseil, puis c'est pas ça qu'on fait. Mais même une entreprise, pour ses propres employés, a priori, le but de la formation a un but lucratif, un but commercial, puisque on va vouloir aller générer du revenu à la fin. OK, merci. Super. Donc voilà, c'est ça un peu les lignes. Puis pour l'instant, c'est vraiment des grandes lignes, mais c'est comme des balises à avoir là. Quand vous prenez un contenu, bien vous demandez pourquoi je le fais, dans quel contexte je le fais. Et le deuxième aspect qui est super important, c'est celui du support de reproduction. Et là, en général, le critère qui revient souvent, c'est est-ce que
vous allez utiliser ce contenu, cette image, cette vidéo, cette musique, peu importe, dans un support à diffusion restreinte, donc par exemple un intranet ou compiler par exemple un recueil de textes avec une quantité très limitée, ou est-ce que ça va être une diffusion là, at large sur Internet, sur un site Internet, par exemple, sur YouTube, sur un PDF qui va être librement téléchargeable. Et ça aussi, c'est un critère qui va avoir un impact dans qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser ou non. Ça va toujours pour l'instant? OK. Donc, on va regarder un peu ensemble des cas pratiques. J'en ai prévu de mon côté, mais ce qui serait vraiment idéal, c'est si ça vous tente de partager des exemples que vous avez eus au sein de vos pratiques. Est-ce qu'on a des volontaires pour briser la glace et parler d'exemples que vous avez eus ou que vous pensez peut-être avoir des projets qui vous intéressent en ce moment? Il y a Stéphanie tout d'abord et puis Hélène. OK. Vas-y, Stéphanie. Oui, bien en fait, j'ai parlé à mes collègues de la rencontre à laquelle j'avais participé, puis la question vient de mon équipe. On crée beaucoup de matériel, des infographies, des guides en PDF, même des vidéos capsules de conseils. Puis, on part toujours de ressources existantes pour s'inspirer ou pour se baser sur des données probantes. Puis, on va toujours inscrire la ressource vient de qui, donc où est-ce qu'on a pris nos informations, mais on se demandait est-ce qu'on a le droit de faire ça, d'aller chercher un document existant, de l'adapter à notre réalité, puis simplement en citant, est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il aurait fallu demander l'autorisation? Puis, pour mettre un petit peu plus de contexte, nous, la diffusion actuellement, elle est interne. Mais parfois, ça arrive qu'on en mette une sur les réseaux sociaux. Donc là, en tout cas, c'est un peu nébuleux de ce côté-là. OK. Dans le fond, si je me souviens bien, donc toi, tu travailles dans une entreprise privée. Non, je travaille à HEC Montréal. OK, excusez, OK, pardon, OK. OK, et donc, tu dis, par exemple, donc des supports, ça peut être en interne. Quand tu dis en interne, est-ce que ça veut dire, par exemple, dans un intranet, sur un serveur de type SharePoint ou autre? Oui, exact. OK. Donc, ça peut être, on a un portail interne, c'est partagé comme ça aux étudiants. Des fois, c'est partagé sur Facebook, par exemple, sur notre page, sauf que pour accéder à la documentation, il faut toujours se connecter au réseau interne, finalement. OK, OK. Donc, vous, ben, par exemple, là, vous pouvez, dans certains cas, autant vous avez une diffusion restreinte aux employés ou aux étudiants. Est-ce que tu disais aux étudiants aussi? Oui, aux étudiants. Oui. OK. En fait, c'est aux étudiants, oui. OK, c'est aux étudiants. Ben là, il y a beaucoup a priori, on va pouvoir aller chercher beaucoup de choses dans la loi qui s'adresse aux établissements d'enseignement. Donc, et là, si on regarde un peu dans ta situation, ben il y a autant de la diffusion restreinte sur un intranet que si jamais vous postez des PDF sur le site Internet de l'université, par exemple, ou de l'école, ben là, il y a de la diffusion plus étendue. Et sans vouloir, on reparlera peut-être du cas d'adapter plus en détail, mais de manière générale, là, quand tu adaptes, c'est un peu comme n'importe quoi. Quand on apprend quelque chose, on reçoit une information, on la digère et on la représente autrement. En général, il n'y a pas de problème, mais c'est sûr que c'est toujours bien d'indiquer la source. Ça va être quand on parle de reproduction, là, souvent, c'est vraiment genre, je prends quelque chose, puis je le remets et il n'est que très peu modifié dans le sens où on peut voir très clairement d'où ça vient. Fait que est-ce que ça va pour toi? Oui, ça va. Donc, je comprends. Si on adapte, c'est bien cité, mais on n'est pas obligé de demander l'autorisation.
Puis, si on partage tel quel, évidemment, il va y avoir d'autres dispositions à prendre. Oui, exactement, qui vont être différentes selon le contexte d'utilisation. Là, pour l'instant, on reste vraiment dans on parle surtout contexte parce que le but de ce qu'on voit ici, c'est de s'établir des balises sur les contextes, puis dans vraiment pas long, on passera sur le cœur là, de quel genre de contenu est-ce qu'on peut utiliser, comment, pourquoi. Donc, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Puis Hélène, tu voulais partager? Oui, bien, en fait, j'ai deux choses à partager, puis je pense qu'on est correct en faisant ça. On a une conférencière, pardon, qui est venue donner à notre demande une formation à nos bénévoles, mais plusieurs étant absents parce qu'on en recrute toujours. J'ai demandé à cette formatrice-là la permission de donner accès à son contenu avec mot de passe réservé seulement à ma clientèle de bénévoles. Et ça, dans le fond, je me suis protégée en me disant je ne veux pas prendre son contenu et envoyer ça par courriel, n'importe où, mais à chaque année, on change le mot de passe, puis on a seulement notre clientèle qui est utilisateur. Alors, en ayant sa permission par écrit, par courriel, je suis correcte. Puis, si jamais je change ma politique, bien là, je peux me faire taper sur les doigts. L'autre chose qu'on fait, c'est qu'on donne des formations. Là, moi, je suis dans le milieu associatif, là, numéro 4, si on veut, là, pour les exemples. J'appuie des formations qu'on donne en salle de classe, ou on devrait plutôt dire en bibliothèque pour nous, là. Puis j'appuie ma formation sur du contenu qui existe déjà sur YouTube. Et là, alors, je fais tout simplement mentionner le lien YouTube, puis les gens peuvent accéder de chez eux à partir de cette adresse-là. Je le reformate pas, je le mâche pas, je le modifie pas. Alors, c'est vraiment ce vidéo-là qui est utilisé tel quel, même s'il y a des lacunes que j'aurais aimé corriger, mais j'ai pas les moyens de le faire. Alors, je pense qu'on est correct, c'est en lien direct. Les gens peuvent l'utiliser, peuvent accéder. C'est pas parce que j'ai un abonnement à cette chaîne-là que j'ai accès, c'est grand public. Alors, on est correct en faisant ça? Oui, exactement. Puis ça, on pourra aussi en reparler un petit peu plus tard, mais de manière générale, les liens sont pas considérés comme des reproductions. Donc, en fait, vous pouvez mettre un lien vers beaucoup de ressources et puis vous aurez pas d'embêtement du tout là. Par contre, un truc qui est très, très intéressant avec les liens, c'est que c'est par rapport à la pérennité du contenu. C'est-à-dire que quand on met un lien, ben, on n'est pas du tout maître de combien de temps est-ce que le contenu va rester là ou pas. Et donc ça peut créer éventuellement des problèmes selon dans votre formation, quel horizon est-ce que vous le voyez utiliser ou, autre exemple, est-ce que c'est absolument capital que le contenu soit accessible en tout temps parce que vous ne pouvez pas nécessairement vous retourner en un jour ou deux à trouver un remplacement de contenu, par exemple, s'il y a un problème. Ça peut arriver beaucoup dans les établissements d'enseignement, par exemple. Un étudiant qui veut absolument finir sa leçon et qui n'a plus accès à la vidéo et il avait besoin de voir la vidéo pour réaliser son devoir, ça peut poser problème. Mais oui, on en reparlera, puis de manière générale, là, les liens, ça fonctionne. Je vois qu'on a un message dans la discussion. J'aimerais aussi qu'on parle un peu de compliance training quand on ne veut pas vraiment modifier des textes de la loi, par exemple, et ce, pour une diffusion restreinte et aussi pour une diffusion étendue. Alejandra, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus par qu'est-ce que tu veux dire par on ne peut pas vraiment modifier des textes de loi? Puis, si tu es à l'aise de prendre la parole ou si tu as un micro, puis sinon, tu pourrais nous en écrire un petit peu plus et puis on en reparlera peut-être un petit peu plus tard quand tu auras eu le temps de nous en dire plus. Je crois parce qu'elle parle de compliance training, donc c'est vraiment les employés qui doivent suivre ces lois bien précises. Donc, il y a du contenu qui va être exactement copié-collé et puis il va être diffusé à travers les formations. OK, puis on parle de lois en général. Donc, s'il y a des lois des textes de loi qui
que les employés doivent, merci, ok, c'est ça. Donc, que les employés doivent absolument suivre et puis ce contenu-là doit être diffusé. OK. Mettons, par exemple, on est en entreprise et on fait une formation au règlement en matière de santé et sécurité au travail. Par exemple. Par exemple, bon, ben là, ça va dépendre si la loi vient du gouvernement fédéral ou provincial. Tout simplement parce que le gouvernement fédéral, le gouvernement du Canada a une politique de open government et donc on est capable d'aller chercher beaucoup, beaucoup de ressources du gouvernement fédéral. En revanche, le gouvernement provincial, le gouvernement du Québec, si c'est des règlements du gouvernement du Québec, par exemple, que vous voulez utiliser, bien là, le gouvernement du Québec a son portail du droit d'auteur et bien souvent, dans la grande, grande majorité des cas, il faut demander une autorisation. Et en fait, souvent, ça pose pas de problème. C'est juste pour eux une manière de s'assurer que le contenu de formation reste à jour. Si vous demandez une autorisation pour reproduire un règlement des services de milieu de garde qui date de 2003, a priori, ils vont refuser la réutilisation parce qu'ils vont dire que le contenu n'est plus à jour. Ça peut être ce genre de choses. Alejandra, si jamais tu veux partager un exemple un petit peu plus précis maintenant ou plus tard, n'hésite pas. Ça serait super intéressant d'en discuter un peu plus. C'est super intéressant parce que moi, je croyais aussi des erreurs qu'on fait ou bien qu'on pouvait tout simplement citer et puis mettre la référence et puis that's it. Alors que là, en réalité, non, on doit demander des permissions. Oui, ben et après, puis on va en reparler un petit peu plus tard, mais c'est considéré comme une œuvre, comme du texte, comme n'importe quoi. Et donc, c'est là qu'on va aller voir, ben OK, c'est quoi la proportion qu'on utilise. Mais c'est une bonne pratique, là, en général, quand on va pour reproduire des règlements entiers. En général, ça prend une autorisation. Mais il y a très peu de gouvernements provinciaux au Canada qui ont ce genre de règles-là. Et malheureusement, le Québec en fait partie. On est spéciaux, OK. Voilà. Auriez-vous pour les droits d'auteur du gouvernement de Québec? Donc, on pourrait peut-être le trouver tantôt et puis le mettre dans le chat. Oui, bien sûr. Tout simplement, là, il suffit de marquer dans la barre de recherche Google portail droit d'auteur gouvernement du Québec, puis on tombe sur leur site. Puis en fait, ça consiste tout simplement en un formulaire à remplir qui détaille ce que vous voulez utiliser, d'où c'est tiré et où est-ce que ça va être utilisé. Puis ensuite, envoyer le formulaire, puis ils vous répondront. Oui, je crois que c'est celui-là que je viens de mettre dans le chat. Si oui. Reproduire, OK. Oui, ça doit être ça, merci. Ça dit les publications du Québec, ministère du... Ah, ça c'est du travail, de l'emploi, alors peut-être... Je vais aller cliquer rapidement pour vous le dire. Ça a l'air... guichet central, oui, c'est ça. OK. Parfait. Ouais. OK, super. Est-ce que quelqu'un d'autre a un contexte d'utilisation à partager qui correspond peut-être ou pas, en fait, aux trois cas qu'on a devant nous? Ou un moment où vous vous êtes senti comme « Oh my God, je sais vraiment pas quoi faire là ». Stéphanie, je peux partager la présentation encore à mes collègues. Oui. La présentation est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails? Je pensais que j'étais claire, mais non. Par exemple, j'écoute ta présentation, je prends des notes, je prends des captures d'écran. Est-ce que ça, je peux partager ça à mes collègues? Oui, parce que c'est diffusé sur Facebook, c'est diffusé partout. Et puis, elle va être partagée partout. Donc, déjà là, on l'a
On l'a mis, n'est-ce pas, Coralie? Ou... Oui, 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 oui. Puis, il y a aucun contenu qui enfreint la loi sur le droit d'auteur dans ma présentation. Et je vous donne l'autorisation là, de le réutiliser. Pas de problème. Il y a Rosalie. Oui, en fait, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça brise là, des règles de droit d'auteur, mais avec notre logiciel, en fait, là, on crée des plans de travail pour des tâches pour les enseignants puis pour les étudiants. Puis, les enseignants peuvent créer leur propre plan, puis éventuellement vont pouvoir partager leur plan à l'ensemble de l'organisation. Pour qu'il puisse être utilisé. Est-ce que le fait que la personne accepte de partager son plan est une acceptation de diffuser ce que la personne elle a créé? Dans le partage des plans de cours? C'est ça, c'est par exemple, on crée un plan sur une production écrite, par exemple, puis la professeure le diffuse à l'ensemble de ses collègues dans son établissement. Pour qu'ils puissent l'utiliser eux aussi. Dans le fond, le plan de cours est l'œuvre de l'enseignante en question et si elle accepte de le partager avec ses collègues, a priori, c'est que tout est beau et que justement, elle autorise ses collègues à le réutiliser. Évidemment, dans l'idéal, elle-même, avant de partager, se sera assurée que sa réutilisation de contenu externe, éventuellement, est bien conforme à la loi sur le droit d'auteur. OK, parfait. Merci beaucoup. On a Sacha? Oui, je ne sais pas si Rosalie voulait parler avant. C'était elle qui parlait avant? OK. Moi, c'était un exemple au milieu scolaire. Si moi, comme artiste visuel, je voudrais faire un ciné-club ou passer des films, est-ce que j'ai les droits? Et puis, des artistes, est-ce qu'ils ont les droits aussi de reproduire ces œuvres ou d'utiliser des œuvres dans le cadre de l'école? Est-ce que, dans le fond, OK, tu fais juste pour s'assurer déjà du contexte au départ, tu fais ça en étant employé par l'école uniquement pour le public de l'école, c'est ça? Oui, c'est ça, comme okay. des ateliers vidéo. OK. En fait, dans ces cas-là, je dirais que le plus facile, c'est de passer par la bibliothèque de l'établissement. Parce qu'il y a des sections de la loi sur le droit d'auteur qui sont vraiment adressées aux bibliothèques et eux vont avoir des ressources audiovisuelles pas mal pour ce qui est de la diffusion en live, là. Si on s'éloigne un petit peu du contexte de la classe et de montrer un film en classe, moindrement que vous voulez inclure un extrait de vidéo, de film ou même de musique, on y reviendra un petit peu plus loin, là, ça va être super important de revenir à ce que j'avais indiqué tantôt sur quel est votre but? Est-ce que votre but est uniquement pédagogique ou est-ce que l'entité pour laquelle vous travaillez a un but commercial, a un but lucratif? Ça va être super important parce que ça va déterminer est-ce qu'on va pouvoir aller chercher le film? Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher une partie? Mais dans la grande majorité des cas, là, pour les œuvres audiovisuelles qui appartiennent à des grandes sociétés de production, par exemple, c'est quand même mieux d'aller chercher une autorisation, d'autant plus qu'il existe une société de gestion qui s'occupe des œuvres audiovisuelles et des œuvres, par exemple, de musique. Merci. Il y a Maxime? Bonjour. Moi, j'ai une petite question plus en lien avec le but pédagogique. J'aimerais savoir si un enseignant à l'université veut faire un cours commodal et que dans son cours commodal, il veut présenter justement une vidéo et qu'il présente sa vidéo en live à ses étudiants. Donc ça, je sais que c'est correct avec la loi du droit d'auteur. Mais là, s'il veut déposer cette vidéo-là pour que les étudiants asynchrones puissent la voir,
est-ce que c'est correct ou est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte avec ça? C'est une excellente question. OK. Il y a plusieurs possibilités, là, mais si on va restreindre vraiment à l'exemple dont tu parles, donc on est en comodal, c'est-à-dire on est à la fois pour le synchrone et pour l'asynchrone, mais dans un contexte où on a une cohorte d'étudiants avec une session bien déterminée. Right? Oui, c'est ça. OK. Là, la loi, il faudrait vraiment que je veux pas te donner une réponse qui soit comme parce que c'est pas du tout ça que je fais ici et je ne suis pas membre du barreau, mais en général, là, on reste vraiment dans le contexte éducatif et la loi sur le droit d'auteur va venir nous permettre nous permettre beaucoup de choses. Si tu veux diffuser le film, par exemple, ou la vidéo en totalité, puis la laisser dans le fond, tout le temps de la session dans l'intranet. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est une bonne pratique de toujours demander l'autorisation, d'autant plus que le but pédagogique fait en sorte que bien souvent, les ayants droit comprennent la situation dans laquelle on est et ont tendance à donner l'autorisation, voire même à être flattés, en fait, que leur contenu soit réutilisé à l'école. OK, parfait. Merci. Ça va? Si tout va bien, on va passer à la dernière partie, qui est vraiment OK, ouais, c'est ça. Donc là, juste pour résumer, sur votre contexte d'utilisation, toujours avoir en tête votre but. Est-ce que c'est vraiment pédagogique, éducatif? Est-ce qu'il y a un but lucratif dans votre utilisation? Et le support. Parce que ça va venir vous donner des balises dans votre utilisation. D'un côté, ça va vous permettre d'aller regarder qu'est-ce que vous pouvez utiliser dans la loi en termes d'exception à la règle qu'on ne peut pas utiliser sans autorisation. Donc, vous allez pouvoir aller voir particulièrement les exceptions qui ont trait à l'utilisation équitable. On va en reparler. Et ça vaut dans un domaine qui est bien plus large que l'exception qu'on prévoit juste pour les établissements d'enseignement. Il y a d'autres exceptions qui existent dans la loi sur le droit d'auteur, mais j'en parle juste pas aujourd'hui parce que ça s'applique pas au contexte de la conception pédagogique. C'est par exemple tout ce qui est les contextes de copie privée, de but privé en général, de déficience perceptuelle. Donc ça, ceci dit, c'est intéressant d'en parler si vous voulez, on pourra donner un exemple. Mais donc c'est ça. D'un côté, ça va vous permettre de voir qu'est-ce qu'on peut aller faire dans les exceptions à la loi. Et si, par exemple, imaginons là en général le gros package, là, c'est si vous travaillez pour une entreprise privée, une agence, et que donc toutes les formations que vous produisez ont un but lucratif, il y a peu de choses qu'on peut aller chercher là dans les exceptions à la loi. Et là, par contre, ce que vous aurez déterminé en termes de but et de support d'utilisation va vous permettre de bien dessiner les contours de la négociation, de licence d'autorisation, de licence si jamais vous devez signer un contrat là, pour réutiliser ou moins formellement, juste demander l'autorisation, mais les ayants droit, ils vont toujours vous demander ça. Quand vous leur posez la question, est-ce que je peux réutiliser ça, ils vont vous demander, OK, c'est quoi votre but? C'est quoi votre support? À combien de personnes? Pendant combien de temps? Et est-ce que c'est juste au Québec ou est-ce que c'est au Canada? Est-ce que c'est sur la terre entière? Donc, voilà. Ça, c'est à garder en tête. OK. Là, on revient à notre contenu pur et dur. Est-ce que d'autres personnes ont des exemples de contenu que vous avez voulu utiliser dans le passé, que ça n'a pas marché ou que ça a marché, que vous avez dû demander une autorisation? Moi, en fait, j'en ai eu un cas. Oui. En fait, c'est ça, j'ai voulu utiliser un paragraphe d'un article que j'avais présenté lors d'un congrès,
puis je n'étais pas autorisée à l'utiliser. Même si c'était moi l'auteur, je ne pouvais pas l'utiliser. C'est juste. OK, mais c'était toi l'auteur. Oui, oui, oui. Je l'ai présenté en 2017 à l'Association canadienne des sciences politiques. J'ai OK. voulu l'utiliser en 2019 pour l'Association internationale des sciences politiques. Puis OK. là, j'ai reçu une communication de l'Association canadienne des sciences politiques en me disant que je pouvais pas utiliser les paragraphes que j'avais utilisés dans mon écrit de 2017 parce que ça m'appartient plus. C'était vraiment, un congrès, là. Ça appartenait au congrès, OK. OK. J'aurais dû, pour l'utiliser, j'aurais dû procéder à demander la permission des droits d'auteur. J'aurais dû demander à l'Association canadienne pour pouvoir l'utiliser à l'Association internationale. Ça, pour moi, c'était un choc. Je pensais que c'était le mieux, je l'utilise, mais non. Ouais, mais Oui, vas-y, Nadia. désolée, Coralie. Oui, mais ça, c'est très applicable. Quand, par exemple, moi, je soumets des articles en anglais, si je veux juste traduire et puis présenter, tu sais, comme soumettre dans un journal en français, j'ai pas le droit parce que le contenu, ça appartient maintenant au journal que j'ai soumis et puis on signe des papiers et puis tout ça. Donc, on a le contenu, une fois qu'il est soumis et puis présenté dans un contexte, on n'a pas le droit de réutiliser ça. Ça pose, oui, c'est super intéressant. Ça pose la question vraiment plus large de quand je crée, est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre? Puis ça, oui, il y a du droit d'auteur là-dedans, mais il y a aussi du droit beaucoup plus large, là, par exemple, dans vos contrats de travail. Par exemple, dans le milieu de l'éducation, bien souvent, il y a des clauses de convention collective là, qui établissent que malgré que le professeur est à l'emploi de tel ou tel établissement, le contenu qu'il produit lui appartient. Des fois, ça peut arriver que ça soit le contraire. Comme là, par exemple, si on voit à l'écran le contenu brut qui est produit par les experts, ben, ça a beau être lui qui vous fournit quelque chose, vous allez le remixer, vous allez le structurer, le présenter. À la fin, dans bien des cas, là, si vous avez, selon le contrat que vous aurez signé avec l'expert, le contenu vous appartient. Il n'appartient plus à l'expert. Et un dernier exemple, avant de te laisser embarquer, Sacha, c'est aussi exactement la même chose pour n'importe qui écrit un livre et qui signe un contrat avec un éditeur. L'éditeur devient représentant là, pour ce qui a trait au droit. Et bon, après, il y a toute la société de gestion Copybec qui embarque là, dans les revenus des droits. Mais si vous touchez, vous signez un contrat avec un éditeur, vous touchez finalement votre rémunération. Ensuite, ça va être à l'éditeur là, qui va gérer dans quel cas ce que vous aurez écrit va être utilisé ou pas. Vas-y, Sacha. C'est un peu dans le même sens parce que je suis habituée à toujours nommer la personne qui prend des photos, la personne qui fait la musique. Et à un moment donné, j'ai vu dans son site web qu'il n'était pas marqué que la photographe qui avait pris la photo. Et puis, ils m'ont dit non, parce que c'est nous qui avons payé, puis c'est à nous les droits. Donc, j'étais quand même un peu choquée. Mais c'est vrai que c'est un peu la même chose que Luz Marina a dit. Hein. Il a cédé ses droits à ces moments-là, puis ça ne l'appartient plus. Mais je trouve que c'est quand même le minimum qu'on peut faire des fois. Juste nommer la personne, comme disait Stéphanie, on réutilise les choses, mais on les nomme. Et il n'y a aucun problème parce que c'est quand même l'œuvre, comme tu disais au début, ça ne nous appartient pas. L'idée, la déconception que la personne a eu, le photographe, mais ça lui appartient à lui. C'est vrai qu'on a payé pour cette œuvre-là, mais c'est quand même le minimum de nommer la personne, je pense. Ben, en fait, tu touches à un aspect du droit d'auteur. Mon but, c'était tout sauf vous mettre des détails théoriques, là, mais dans la loi sur le droit d'auteur, en fait, il y a un aspect, le droit d'auteur, c'est oui, le droit de décider de la reproduction, etc., qui est souvent un aspect peut-être plus pécunier, plus financier, de contrôler comment l'œuvre va être exploitée, mais il y a aussi tout l'aspect de droit moral.
Et le droit moral, c'est le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre, comme on dit en termes juridiques. Et donc, c'est pour ça que, à travers quasiment toutes les exceptions qui sont citées dans la loi, il y aura toujours attention, il faut que la source soit citée. Et donc, dans des cas, comme tu viens de dire, Sacha, où on a signé un contrat et où les droits nous appartiennent, on peut considérer que ben non, je vais pas afficher, mais oui, c'est toujours apprécié de citer l'auteur. Oui. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui veulent partager un exemple que vous avez vécu? Je vais juste rappeler qu'il nous reste 9 minutes. OK. Parfait. On va Désolée, mais je joue ce mauvais rôle, là, mais je n'ai pas le choix. OK, c'est bon. OK. Donc, en termes de grandes lignes, là, de balises à avoir dans ce que vous voulez utiliser, de manière très générale, aujourd'hui, là, Internet, c'est la grande source d'inspiration majeure, là. C'est là qu'on trouve nos contenus. On va de moins en moins se déplacer et avoir des choses papier, là. Quasiment tout ce qu'on utilise, c'est numérique. De manière générale, toujours votre premier réflexe quand vous allez sur un site Internet et que vous voyez quelque chose que vous voudriez réutiliser, il y a toujours en bas des pages, en toute petite ligne, là, un endroit qui s'appelle conditions d'utilisation, terms of use en anglais, ou quelque chose de similaire. Et là, il va y avoir un gros paragraphe, mais si vous y allez avec un contrôle F, reproduction, éducatif ou quelque chose comme ça, vous pouvez localiser l'information plus rapidement et savoir si vous allez l'utiliser ou pas. Là-dessus, pour ceux qui travaillent en établissement d'enseignement, il y a une exception qui est prévue par la loi et qui fait que vous pouvez réutiliser du contenu qui est sur Internet. Il y a plusieurs conditions, par contre. Je vous ai mis le numéro d'article si vous voulez aller voir. C'est assez expliqué, c'est bien expliqué là, mais grosso modo, il ne faut pas que l'utilisation soit indiquée comme étant interdite. Il faut que vous réutilisiez de manière libre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous ajoutiez une mesure de protection, qui fasse en sorte que le contenu soit moins partageable. Voilà, il y a des conditions comme ça. Et j'ai écrit tout droit réservé, puis j'ai barré le copyright pour vous faire penser à une petite affaire qui est que ces mentions-là, en soi, n'ont pas de portée juridique. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement un élément qui va vous dire si vous avez le droit d'utiliser ou pas. Souvent, c'est un truc que les gens écrivent parce qu'ils pensent que ça va suffire à la protection. Pour les établissements d'enseignement, c'est pas du tout un critère. Puis même pour le reste, c'est pas tant un contrat pur et dur qui vous dit vous n'avez pas le droit de réutiliser, mais c'est plus une manière de vous dire attention, ça c'est un contenu que j'ai créé, puis la réutilisation n'est pas nécessairement libre. Mais dans les bonnes pratiques qu'on a, tout le monde, peu importe votre contexte d'utilisation, que vous soyez en établissement d'enseignement, en entreprise, en association, au sein d'un gouvernement, les sociétés de gestion qui représentent les auteurs font des licences adaptées à votre utilisation du contenu. Je cite Copybec parce que c'est la plus connue là, pour tout ce qui est livres, manuels scolaires, périodiques, même les paroles de chansons, beaucoup de choses là. Il y a des moyens de respecter le droit d'auteur et ça ne coûte pas nécessairement énormément d'argent. Donc, auprès des licences de sociétés de gestion. Allez voir aussi du côté des licences Creative Commons. Ça, ce sont des contenus qui sont produits et faits pour être partagés. Souvent, il y a différents types de licences. Je vous ai mis un exemple juste ici. Donc, selon la licence qui va être attribuée, vous allez être capable d'aller utiliser à différents niveaux. Mais ça, c'est quelque chose qui est un feu vert aussi, que vous pouvez aller voir préférence. Coralie, peux-tu juste retourner à la slide d'avant? Donc, parce que moi, j'utilise non, la slide d'avant, c'est là où il y avait les copyrights. Ouais. Donc, ça veut, comme moi, je la mets
sur, par exemple, tu sais, comme un modèle que je crée, etc. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas le faire. C'est juste comme un red flag pour les gens. Mais moi, je croyais que ça me protégeait, protéger ma production. Les licences Creative Commons? Ouais. Ben, tout dépend ce que tu veux dire par protéger. Comme tu vois, par exemple, le premier, là, celle qu'on voit qui est en rouge, a une utilisation vraiment super restreinte, mais à la fois quand même, tout dépend. La personne qui voudra le réutiliser, ça dépendra qu'est-ce qu'elle voudra faire avec. Oui, mais je veux dire, si je décide sur les différents, parce que oui, je comprends les différentes nuances de tout ça, comme les différentes limites. Alors, si je choisis puis je le mets sur ma création, c'est pas nécessairement que les gens vont respecter ça, parce qu'il n'y a pas une loi qui va, comme s'ils le partagent et puis ils respectent pas mon choix, je peux pas les suivre dans la cour ou quoi que ce soit. Parce que c'est pas comme bound avec une loi ou quelque chose. C'est ça ce que j'ai compris ou c'est... Ah, ben, non, tu pourrais bien sûr les contacter pour leur dire que la réutilisation qu'ils font n'est pas correcte. C'est pas parce que tu mets un contenu en licence Creative Commons que c'est gratuit et utilisable n'importe comment. Dans le fond, quand on parle de licence, c'est vraiment plus un contrat là, de bonne foi. On espère que les gens vont respecter l'utilisation qu'on veut qu'ils en fassent. Mais bien sûr, tu es libre de pouvoir les contacter. Et d'ailleurs, tu amènes un très bon point qui est que la grande majorité des gens, quand ils réutilisent quelque chose, ils le font pas de mauvaise foi. Bien souvent, ils sont même pas conscients que c'était une œuvre au sens du droit d'auteur et ils réutilisent sans nécessairement faire attention. Donc, bien souvent, quand on les contacte et qu'on leur dit « Ah, ben attention, c'est pas un contenu qui est partageable aussi librement que vous le pensiez », souvent, ces personnes-là peuvent le retirer ou s'adapter. Okay. Il y a Sacha. Merci. Oui, ça m'a fait penser que justement, quand il y a une œuvre, par exemple un film, on va l'enregistrer parce qu'on veut que justement soit accordé cet respect pour l'œuvre. Mais c'est sûr que dans la production de tout ce qu'on fait, surtout dans le milieu pédagogique ou éducatif, on ne pourrait pas comme tout enregistrer. Mais je pense que cette licence-là, justement, sert à dire, ben, si tu veux l'utiliser, il faut que tu respectes ces choses que tu mets là. Mais normalement, on pourrait les enregistrer ou pas. Et tous les œuvres qu'on crée, Coralie. Mais qu'est-ce que tu veux dire par enregistrer? Parce que ça, c'est une autre question, parce que ça dépend aussi de chaque pays, ça, je le sais, mais moi, en tant que productrice de cinéma, quand j'ai un film puis que je veux qu'il soit protégé, même juste le script, j'ai le droit d'enregistrer pour qu'il sache que c'est à moi, pas à n'importe qui après il va prendre mon script et il va dire « Ah, ben c'est moi qui l'ai fait. » Non, c'était à moi. Donc, oui. Pour protéger justement l'œuvre intellectuelle, oui. On peut l'enregistrer à son nom. Tu touches à un point qui est super intéressant. De manière générale, quand on crée une œuvre, oui, on peut l'enregistrer, mais ça a un but uniquement de preuve. Si jamais on a des problèmes par la suite, ça va permettre de dater finalement le moment auquel tu avais créé. Ça va permettre de te dire, moi, j'avais eu cette idée-là. Par contre, la loi sur le droit d'auteur, un truc qui est super important à savoir, c'est que on n'a pas besoin d'enregistrer le travail pour que la protection soit donnée. Les seuls critères là, pour que l'œuvre soit protégée, c'est ceux qu'on a vus tout au début. Il faut que ça soit l'expression d'une idée, il faut qu'elle soit exprimée, c'est-à-dire, je ne peux pas dire « Ah, j'avais eu l'idée du livre d'Harry Potter, c'est moi un chèque ». Non, il faut que je l'ai déjà écrit et puis il faut que l'idée soit originale. C'est bon? OK. Il y a plusieurs autres choses que vous pouvez aller voir là. Tout ce qui est domaine public aussi, ça peut aider beaucoup. Des banques de contenu, ça c'est super pour tous ceux qui ont un petit peu plus les mains liées parce qu'ils ne sont pas uniquement dans un contexte éducatif à but non lucratif. Les banques de contenu, c'est pour vous en termes d'image, de son, de vidéos, ça vous permet d'avoir accès à énormément de contenu là, de manière plus tranquille d'esprit, on va dire.
Il y a l'utilisation équitable. Pour en parler très, très rapidement, tout le monde ne peut pas se prévaloir de l'utilisation équitable. La grande majorité des cas qu'on voit, c'est vraiment plus dans le domaine éducatif ou privé ou non lucratif, parce que tout simplement, ce qu'on va aller voir, c'était quoi votre but? Est-ce que c'était lucratif ou non? C'était quoi la nature de l'utilisation? Est-ce que c'était numérique, papier? Est-ce que c'était pour 10 personnes? Est-ce que c'était pour 3 milliards de personnes? L'ampleur de l'utilisation, est-ce que c'était juste un tout petit paragraphe ou est-ce que c'était 20 minutes du film? Les solutions de rechange, est-ce que vous auriez pu utiliser autre chose libre de droit? Puis l'effet sur l'auteur en termes de concurrence. Est-ce que ce que vous avez fait avec l'œuvre fait en sorte qu'on n'ira plus nécessairement voir le contenu original qui n'était pas partageable librement? Fait que ça fait le tour assez rapidement là. Pour ceux qui veulent rester ou qui veulent repartager d'autres questions, expériences, moi je suis disponible. Donc, oui. J'aurais peut-être une question, là, mais je ne sais pas si ça a plus rapport avec le référencement. On base la business sur de la recherche scientifique. Puis j'ai accès comme étudiante à beaucoup de bases de données d'études. Puis je voulais savoir, quand j'utilise ces recherches-là puis que je les publie dans un document pour mon entreprise, est-ce qu'une étude qui est publiée est publique? Dans le fond, il faut regarder. Public ne veut pas nécessairement dire librement utilisable. Mais en gros, là, la ligne directrice à suivre dans ton contexte, c'est que tu as les articles d'études auxquels tu as accès dans le cadre de ton contexte étudiant. Tu y as accès parce que tu es étudiante inscrite auprès d'une bibliothèque qui a négocié une licence pour accéder à ces contenus-là. Et donc, si tu veux les réutiliser dans ton contexte d'emploi et d'entreprise, à ce moment-là, il faut aller voir particulièrement, j'imagine, ça dépend du type de contenu dont tu parles exactement, mais auprès de Copybec pour que tu puisses le réutiliser. OK, parfait, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, je crois qu'on a fait un beau tour et puis on a touché à plusieurs éléments qui nous rend un peu perplexes quand ça arrive au droit d'auteur. J'aimerais remercier tout le monde pour être présent là et puis pour les différentes participations. Coralie, tu es notre experte et puis on est toujours content de t'entendre et puis je suis certaine que tout le monde là va envoyer peut-être des messages là ou là quand ils vont arriver à des questions et puis ils vont poser des questions et puis s'ils se trouvent face à quelque chose qui ne sont pas certains de comment. Parfait, voilà donc le courriel, l'adresse courriel de Coralie. Donc, comme je vous ai dit là, cette rencontre, elle va aussi la semaine prochaine, on va être avec Sacha, avec un autre sujet qui est aussi hyper pertinent pour notre domaine et puis pour la technologie éducative, qui est le pitch. Donc, comment préparer un pitch. Donc, merci beaucoup Coralie, merci tout le monde et puis on se voit, j'espère, la semaine prochaine.